me présente rapidement, donc Pierre Langlais, je suis avocat donc, au barreau de Nantes et j'interviens dans tout ce qui est propriété intellectuelle et droit de l'informatique. Bonjour, Delphine Ganotte-Marie. Je suis également avocate au barreau de Nantes. J'interviens également en propriété intellectuelle, donc tout ce qui va être droit d'auteur, brevet, marque, dessin et modèle, et tout ce qui est contrat et droit des nouvelles technologies de manière générale. Bonjour à tous, je m'appelle Indiana Zurbach, je travaille à la SAT Ouest Valorisation. Alors la SAT, c'est la Société d'accélération du transfert de technologie. On représente tous les établissements publics, on va dire universitaires de recherche en Bretagne et en Pays de Loire. On les accompagne sur leur volet innovation, donc tout ce qui sort en termes d'innovation des laboratoires. Et qui va vers le monde industriel, soit en termes de transfert, soit en termes de création d'entreprise. Qu'est-ce que c'est un logiciel ? Déjà, on s'est dit, ça fait un peu scolaire, mais peut-être qu'on enfonce des portes ouvertes pour certains, mais bon, on a pris le parti d'enfoncer des portes ouvertes, donc allons-y. Le logiciel, c'est du code source et du code objet. Ça, c'est très important de l'avoir en tête parce qu'on ne peut pas parler de protection logicielle sans parler de code source et de code objet. Si on ne comprend pas ces deux notions, qu'on ne connaît pas ces deux notions, on n'est pas en mesure de se faire, notamment céder les droits sur un logiciel quand on en fait développer un par un tiers. Qu'est-ce que c'est que le code source ? Je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la place. Voilà, très bien. Il y a toujours un informaticien de l'étape. C'est bien. Donc, je vais faire très attention à ne pas dire de bêtises là-dessus. Donc, le code source, en fait, c'est la partie que seule une personne peut comprendre, l'informaticien. C'est l'informaticien qui va, dans un langage informatique déterminé, écrire un texte avec différents codes, symboles, ainsi de suite, tout ça, pour donner, in fine, des instructions qui feront que la fameuse page va s'afficher au bon moment, que ça va déclencher une action sur le logiciel, et ainsi de suite. Sauf que ce code source, il n'y a qu'une personne qui peut le comprendre, c'est l'informaticien. Moi, comme un des mortels, sauf à m'être initié un petit peu au codage, je ne suis pas en mesure de le comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le nerf de la guerre, ce code source. C'est le nerf de la guerre parce que quand j'ai accès au code source, je suis en capacité de modifier le logiciel et je suis en capacité de comprendre comment ce logiciel a été codé. Et ça, c'est à l'inverse du code objet. Le code objet, qu'est-ce que c'est ? C'est un code qui a été ce qu'on appelle compilé. Compilé, c'est-à-dire qui a été transformé en une suite de chiffres de manière à être compréhensible par la machine, nos PC, nos smartphones, ainsi de suite. Parce que la machine, entre guillemets, elle ne parle pas le langage des humains et que pour qu'elle puisse comprendre effectivement les actions qu'on lui demande, on va transformer ça en suite de chiffres. Donc là, des grosses différences, c'est là. Donc quand il y a un développement qui est fait, l'informaticien va développer sous forme de code source. Et après, une fois qu'il aura fini son développement sous forme de code source, va nécessairement le compiler en code objet de manière à ce qu'il soit exécutable par la machine. Qu'est-ce que ça implique tout ça ? Ça implique que nous, communs des mortels, quand on achète sur Google Play ou l'Apple Store une application, on télécharge une application, mais on ne télécharge que le code objet de cette application. C'est-à-dire que nous n'avons pas accès au code source de ce logiciel. J'achète une licence Word ou Excel, je n'ai accès qu'au code objet. Je n'ai pas accès au code source. Donc ça, c'est important effectivement de l'avoir en tête là-dessus. Alors, le logiciel, c'est le code, hein. C'est pas la partie graphique. Au sens technique, même juridique, le logiciel, la partie graphique, l'interface graphique, elle va le suivre en termes de protection, le même droit, mais pas le même régime, pas exactement le même régime. C'est ça qu'il faut avoir en tête là-dessus. Alors, on vous prend le problème du logiciel, pas parfaitement dans le bon ordre, mais il nous est apparu important, dès le départ, de vous poser la différence qui existe entre du logiciel libre et du logiciel propriétaire. Car on ne peut pas raisonner en matière de protection, en matière de droit sur des logiciels si on ne comprend pas, on ne connaît pas la dichotomie entre logiciel libre et logiciel propriétaire. Alors le principe, c'est que
On reviendra là-dessus sur la propriété, Delphine en parlera juste après, sur la propriété, quels sont les droits qu'on a en matière logicielle. Vous verrez, c'est des droits d'auteur, si effectivement c'est original. Qu'est-ce que ça implique ces droits? C'est qu'effectivement, j'ai des droits, donc je suis le seul à pouvoir reproduire, modifier ou exécuter le logiciel. C'est-à-dire que c'est un droit, c'est une prérogative que j'ai en tant que titulaire d'autoriser une reproduction, une utilisation. Donc ça, c'est important là-dessus. Donc, par principe, il n'y a que moi, titulaire des droits, ou développeur qui n'ait pas cédé les droits, qui puisse décider de ce qu'on fait avec le logiciel là-dessus. C'est le principe de base. Alors, il y a un cas particulier qui s'appelle quand même le monde du logiciel libre. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Alors, le monde du logiciel libre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur dessus, mais c'est un monde, je dirais, ouvert. D'où est-ce que c'est venu? C'est venu de quelqu'un qui s'appelle Richard Stallman, il y a des dizaines d'années. Et l'idée derrière le logiciel libre, c'est l'idée suivante. C'est, je développe un code logiciel que je mets sous licence libre, avec comme principe que tout tiers qui veut utiliser mon code peut le faire, peut le modifier, peut le redistribuer derrière. Là-dessus, c'est qu'au lieu d'être dans un système de propriétaire, entre guillemets, où je dois demander l'autorisation à chaque fois, j'ai un bloc logiciel, je peux l'utiliser, il est mis à disposition sous licence libre, je peux l'utiliser pour, entre guillemets, faire mon propre développement, mais en manière ouverte. Donc le principe attaché au logiciel libre, c'est possibilité d'étudier le logiciel et de l'adapter à ses besoins. Alors, qu'est-ce que ça implique? C'est que si j'utilise des logiciels sous licence libre, j'ai accès au code source. Je n'ai pas accès qu'au code objet. Parce qu'effectivement, je veux avoir la possibilité d'avoir la main sur le logiciel pour le faire évoluer. Possibilité d'exécuter le programme pour tous ses usages et possibilité de redistribuer des copies du logiciel. Et possibilité d'améliorer le logiciel et de publier ses améliorations. Donc c'est un système ouvert, ou entre guillemets, communautaire, où tout le monde en profite, et c'est plutôt vertueux. Comment justement dans les projets de valorisation ça se concrétise, ces questions de logiciel libre, et si c'est un sujet qui pose problème, ou comment est-ce qu'on tourne autour pour que ça devienne un avantage? Alors, vu la complexité, je crois que vous l'avez compris, oui, ça pose problème. Maintenant, moi, de mon retour d'expérience, ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas vouloir de libre, c'est votre stratégie, et vous pouvez vous protéger du libre. Mais si vous n'avez pas défini de stratégie, que vous n'êtes pas posé de questions sur ces développements en libre, vous allez vous retrouver coincé sur la stratégie que vous voulez amorcer. Le logiciel libre, il a quand même beaucoup d'intérêt, surtout en termes de sécurité dans le développement et de robustesse, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup moins de bugs. Quand on compare un code propriétaire à un code libre, souvent il est beaucoup plus robuste et il y a beaucoup moins de bugs. Mais ça a des contraintes. Il faut juste se poser les bonnes questions et avoir une stratégie par rapport à ces développements libres. Le premier point qui est envisagé pour la protection du logiciel, c'est le droit d'auteur. Puisqu'on a effectivement l'article L112.2 du Code de la propriété intellectuelle, qui nous liste un peu toutes les les œuvres qui sont considérées comme des œuvres de l'esprit et donc protégées au titre du droit d'auteur. Donc dans cet article, il nous est dit sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit au sens du code les livres, les brochures, les conférences, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques. Je ne vais pas toutes vous les citer, il y en a 15. Et il y a notamment au point 13 les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. Donc là, c'est un point intéressant parce que dans cet article, on a introduit au sein des œuvres littéraires et artistiques cet ovni, si je puis dire un peu, parce que définir d'œuvres littéraires et artistiques un logiciel, voilà, c'est difficile de le comparer à un livre ou à une œuvre chorégraphique. C'est vraiment une œuvre d'un tout autre genre. Pour autant, il a été intégré dans cet article, et donc c'est au titre de cet article que le logiciel et le matériel de conception préparatoire sont protégés au titre du droit d'auteur. Donc, qu'est-ce que c'est que le matériel de conception préparatoire ? On n'a pas de définition en droit français du matériel de conception préparatoire, mais du coup, les juges et donc les tribunaux ont été amenés à se pencher sur le sujet pour dire qu'est-ce qu'on englobe dans cette définition.
et qui rentrent donc dans cette protection au titre du droit d'auteur. Donc c'est la Cour d'appel de Toulouse notamment qui a été amenée à nous dire que dans cette notion, on entend l'ébauche informatique du programme telle qu'elle est suffisamment avancée pour contenir en germe les développements ultérieurs. Bon, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le matériel de conception préparatoire intègre et englobe le cahier des charges, les analyses fonctionnelles et organiques qui peuvent être faites sur le logiciel, les maquettes, les organigrammes, les spécifications internes et externes de l'architecture. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui permet vraiment de définir le logiciel, qui est vraiment la première étape et qui va permettre effectivement, à partir de ces éléments-là, d'aboutir au logiciel. Donc ça, c'est déjà un point intéressant. Donc, pour être protégeable au titre du droit d'auteur, il faut effectivement que le logiciel réponde aux critères d'originalité. Donc l'originalité a été un petit peu revue par rapport au logiciel, puisque en matière d'œuvres littéraires et artistiques, on parle d'originalité comme étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est-à-dire qu'on doit vraiment, par exemple dans une photographie ou dans une œuvre, dans un livre, on doit reconnaître le style tout à fait particulier de l'auteur qui fait que quand Fred Vargas écrit, on sait que c'est Fred Vargas et on retrouve ce style. Idem donc pour les photographes. Pour le logiciel, on l'a adapté, cette terminologie d'originalité. On ne parle pas d'empreinte de la personnalité de l'auteur, mais on parle d'import intellectuel ou d'effort personnalisé. Donc là, l'originalité, l'effort personnalisé, ça va au-delà du simple savoir-faire d'un homme du métier. Il ne suffit pas qu'un informaticien soit capable de coder pour tout à chacun pour qu'on considère qu'il soit original. Il faut vraiment qu'on aille un peu plus loin. Et donc, alors, il y a un caractère quand même assez subjectif derrière, puisque c'est le juge derrière qui va être amené à dire si oui ou non il y a une originalité. Mais on a eu quelques cas qui ont été donnés, et par exemple a été reconnu comme original un enchaînement d'instructions, c'est-à-dire la forme même du programme, donc ce qu'a expliqué Pierre tout à l'heure, si vraiment cette forme du programme présente en tant que tel un effort personnalisé de l'auteur. Par exemple, pour un jeu vidéo, là on a un cas où c'était le logiciel Mortal Kombat. Il a été considéré que la combinaison des sons et des images qui formaient donc les différentes phases du jeu électronique et qui étaient indissociables du programme informatique faisait que le jeu était original. Et donc que le logiciel a pu être protégé au titre du droit d'auteur. Il est, de manière générale et sans exception si je puis dire, vraiment fortement recommandé de procéder à un dépôt, mais pour donner une date certaine à son œuvre, donc pour pouvoir dire au jour, à l'instant T, au moment où j'ai déposé mon œuvre auprès d'un organisme, je peux certifier, je peux prouver, en fait en tout cas, prouver que je suis bien le titulaire des droits sur ce logiciel. Donc ça, c'est vraiment important parce que dans des contentieux qui naissent entre deux personnes, on peut d'un coup se rendre compte qu'un tiers a développé le même logiciel que nous et potentiellement a pris, j'irai les devants en termes de protection. Il va falloir être en capacité de prouver que non, le logiciel qu'il a développé est une copie servile du logiciel que nous avons nous-mêmes développé et pour lesquels nous n'avons pas encore divulgué ou nous n'avons pas encore réalisé la commercialisation. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut se ménager des preuves et ça, c'est très important parce que la qualité d'auteur est présumée et donnée à celui qui divulgue le premier. Donc c'est vraiment important, je dirais, de se préconstituer ces preuves-là. Même avant d'avoir trouvé un client, on fait un dépôt systématique à l'APP. Bon, pour le coup, nous, on a choisi l'APP, du fait qu'il existe depuis très très longtemps. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va déposer même très en amont du logiciel, même s'il n'est pas terminé, pour avoir cette date le plus tôt possible. Et le gros avantage qu'on a trouvé sur les dépôts APP, c'est le fait que la problématique, même si c'est super de se dire qu'on a les droits dès la création, on n'a pas d'objet tangible. Et souvent, le client, vis-à-vis de ses financeurs, va avoir besoin d'avoir un objet tangible à présenter. Et donc, il va nous demander à nous d'avoir cet objet tangible. Et comme là, on est sur une création où les droits naissent
dès qu'on l'a écrit, on n'a pas ce dépôt qu'on peut avoir en termes de brevet qui va venir quelque part valider le fait qu'à cette date-là, on avait bien fait tel logiciel. Pour se trouver à perdre un client parce qu'on n'avait pas fait de dépôt APP, on fait le dépôt systématiquement. Et comme je dis, des fois très en amont. Bien sûr, il faut quand même quelque chose qui tourne, mais il n'est pas obligé qu'on ait fait l'ensemble des fonctionnalités qu'on avait prévu de faire. Il est souvent fortement recommandé de faire plusieurs dépôts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir finalisé son logiciel pour se dire tiens, je vais aller déposer les codes. Il faut vraiment le faire au fur et à mesure. En général, c'est intéressant de le faire à plusieurs étapes pour qu'on puisse avoir la preuve du démarrage, de la genèse un peu de l'idée qui en soi n'est pas protégeable, mais derrière de voir tout le cheminement qui a pu être fait, que ce soit les maquettes, les prototypes. C'est vraiment intéressant de faire ces dépôts. Il y en a qui sont plus ou moins onéreux en fonction de vers quel tiers de confiance on se tourne, mais c'est vraiment un coût qui peut derrière, j'irais, nous éviter de gros ennuis et notamment de perdre les droits sur le logiciel. Alors le brevet. Alors le brevet, souvent, ce que tout le monde pense, et a raison, mais il ne faut pas s'arrêter là, c'est qu'effectivement, le logiciel, c'est pas brevetable. Donc effectivement, le code de la propriété intellectuelle, et d'ailleurs tout ce qui est la législation au niveau européen, la convention sur le brevet européen, nous dit ne sont pas considérés comme des inventions brevetables les programmes d'ordinateur considérés en tant que tels. Et c'est là où effectivement ça devient intéressant. C'est qu'effectivement, concrètement, le code qu'on va déposer auprès de l'APP, on ne peut pas le faire déposer un brevet sur ce code là-dessus. Mais l'interdiction, c'est uniquement pour ce qui est, je dirais, le logiciel en tant que tel. Alors, un brevet, concrètement, deux conditions. Je dirais deux conditions de protection. Il faut que l'invention soit nouvelle. La nouveauté, c'est assez simple. On se positionne au moment du dépôt, la date de dépôt, et on regarde ce qui existait avant, ce qui avait été divulgué au public avant, donc dans le dépôt de brevet ou publication ou autre chose, et si finalement on retrouve tel quel ou quasiment la même chose déjà avant le dépôt là-dessus. Et si effectivement on retrouve la même chose, défaut de nouveauté, ce n'est pas brevetable. Le caractère inventif, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subjectif. On va regarder ce qui existait avant, et puis on va prendre quelqu'un qu'on appelle l'homme du métier. Donc, dans le cas d'un logiciel, ça sera l'informaticien, la personne, l'expert dans ce domaine, et on va lui faire regarder ce qui existait avant, et on va essayer de réfléchir si finalement aboutir à cette solution, c'était si évident que ça, au vu de ce qui existait avant. C'est pas simple. Parce que souvent, la question de la validité va se poser plusieurs années plus tard, dans le cadre d'une contrefaçon et d'une action en justice. En retour, le présumé contrefacteur va contester la validité du titre et dire « mais non, c'était connu, c'était pas inventif », ainsi de suite. Sauf que quand vous vous situez 10 ans après un dépôt, le risque qu'il y a, c'est que vous faites ce qu'on appelle une analyse a posteriori. Concrètement, c'est quand on vous demande de vous positionner sur quelque chose 10 ans après, alors que finalement c'est rentré dans les usages, ça va vous apparaître naturellement évident. Donc c'est tout un jeu, l'appréciation de l'activité inventive, qui est assez subtil là-dessus. Troisième condition, application industrielle, et là-dessus, qui est une condition qui est souvent réunie. Alors, je vous disais, mais il faut que ça soit nouveau pour être protégé par brevet. Ce qui veut dire que pratiquement, si vous commencez à commercialiser votre produit, votre logiciel, à commencer à communiquer sur votre nouveau produit qui intègre ce logiciel, vous prenez le risque, vous ne prenez même pas le risque, il est déjà pris, c'est que vous divulguez au public votre invention, et si vous la divulguez au public, c'est plus brevetable. Vous êtes tué vous-même, une balle dans le pied, terminé. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser cette question en amont, et c'est vraiment, vraiment essentiel. Un point important avec le logiciel, avec le brevet de logiciel également, c'est que en matière de brevet, quand vous faites le dépôt, toute la description de votre invention et la portée des revendications, et donc la portée de votre protection, qui est donc rédigée, va être considérée comme secrète pendant 18 mois.
Et donc pendant 18 mois, vous avez, à 18 mois du dépôt, on a l'obligation de publier la demande de brevet. Et donc là, toute l'explication du fonctionnement de votre invention va être expliquée au public, au grand public et souvent plutôt aux hommes du métier, puisque en général c'est quand même, comme le disait Pierre, assez peu lisible. Et donc l'intérêt du brevet aussi, c'est que quand on est sur des technologies qui sont des technologies de rupture, des technologies innovantes, on a quand même cette période durant laquelle on a cet avantage concurrentiel fort. Donc on a 18 mois, donc il ne faut pas traîner. Mais ces 18 mois permettent en général de lever des fonds, de trouver des investisseurs. Et donc c'est là où ça a vraiment son intérêt aussi. C'est un actif immatériel important d'une entreprise. En matière de télécommunication, on n'est personne sur la place de marché si on n'a pas des brevets. On ne peut pas s'adresser à des acteurs comme Huawei, Nokia, la NASA ou l'ESA par exemple, si on n'a pas de dépôt de titres. Et effectivement, là, on est dans des secteurs d'activité où l'innovation va vite, très vite. Et effectivement, ce que Delphine disait, les 18 mois sont très, très intéressants pour ces gros acteurs en termes d'impact sur le marché. En matière de dessin et modèle, je dirais que c'est un peu le parent pauvre de la protection en matière pour les logiciels, parce qu'on n'y pense pas nécessairement. Or, il peut avoir son intérêt, notamment pour certains pans du logiciel. Donc, pas tout, mais on va voir de quoi il en ressort. Donc, on a effectivement l'article L511.1 du Code de la propriété intellectuelle qui précise que peut être protégé à titre de dessin et modèle l'apparence d'un produit ou de tout ou partie du produit qui va être caractérisé donc, par ses lignes, ses contours, sa forme ou ses matériaux. Donc en général, on regarde ce côté apparence du produit comme le côté esthétique du produit. C'est vraiment ce qui va ressortir de l'objet de la protection. Donc on considère qu'on va être protégeable, donc un produit qui peut être un produit, donc un objet industriel ou artisanal. Et il est précisé notamment les symboles graphiques et les caractères typographiques à l'exclusion des programmes d'ordinateur. Alors on va me dire, oulala, pourquoi on a exclu les programmes d'ordinateur et que vous me dites qu'on peut protéger du logiciel avec les dessins et modèles. Donc je vais y revenir un peu plus tard. Simplement pour préciser aussi ici que l'avantage du dessin et modèle, c'est qu'en général, on a un cumul de protection qui est possible entre le droit d'auteur que l'on a vu tout à l'heure et pour lesquels on a vu un peu tous les éléments qui pouvaient faire l'objet d'une protection, et le dessin et modèle. Et en général, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent mis en avant pour les entreprises en disant le droit d'auteur, on a vu quels étaient ses atouts et ses limites, notamment en termes de titres tangibles. L'avantage du dessin et modèle, c'est que là, pour le coup, on va se retrouver avec un titre de propriété industrielle qu'on va pouvoir afficher au tiers, qui est opposable à tous, puisqu'il est publié sur un registre. Et donc, on va pouvoir expliquer quel est l'objet de cette protection. Donc, quels sont les éléments du logiciel qui vont être protégeables par le dessin et modèle ? Donc, vous avez bien compris que dans la mesure où le dessin et modèle protège l'apparence du produit, tout ce qui va être programme d'ordinateur et qui va être donc ligne de code intégrée, non visuelle, qui ne recherche pas aussi cet aspect esthétique et dont l'apparence n'est pas perçue, ne va pas être protégé ne va pas être protégeable au titre du droit des dessins et modèles. Par contre, l'expression visuelle du logiciel, donc qui va être toute l'interface graphique, qui va se traduire par des pages écran, par des dessins, des icônes, qui peuvent aussi être mouvants d'ailleurs. Tout ça, ça a été considéré et c'est considéré comme des créations esthétiques, donc à part entière et protégeables au titre du droit des dessins et modèles. Et il y a eu tout à un moment donné un espèce de flottement sur cette possibilité de protection. Et les offices de propriété industrielle ont clairement rédigé dans leur ligne directrice et leurs pratiques, donc qu'ils affichent sur leur site internet. Donc vous avez à avoir l'INPI pour tout ce qui est dépôt français, le IPO pour tout ce qui est dépôt de dessins et modèles communautaires. Et là, ils ont clairement exprimé le fait que les dessins ou modèles de visualisation d'écran ou d'icônes et d'autres éléments visibles d'un programme d'ordinateur étaient susceptibles d'être enregistrés à titre de dessin et modèle. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant à avoir en tête. Comme le brevet, comme les marques et les autres droits de propriété intellectuelle, le dessin et modèle doit répondre à des conditions
pour être valide. La première, c'est que le dessin et modèle doit être nouveau. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas avoir été divulgué avant la date du dépôt. Donc la divulgation, c'est la même chose que pour le brevet, hein. Ça consiste à rendre disponible par tout moyen, je dirais accessible au public, les éléments du dessin ou du modèle. Donc ça va être par une publication, par un affichage sur le site internet, par un affichage en vitrine. Enfin, c'est vraiment toutes sortes d'éléments. Et c'est là que souvent, ce que l'on conseille à nos clients qui sont intéressés par des dépôts de dessins et modèles, c'est leur dire souvent on me dit oui, mais moi j'ai besoin de discuter avec mes partenaires commerciaux ou mes investisseurs en leur expliquant quelle est ma super idée qui va faire l'objet d'une protection. Comment je fais pour pouvoir leur parler de mon innovation, de mon invention, mon dessin et modèle sans m'auto-divulguer. Et donc, en général, ce qu'on préconise, c'est clairement signer des accords de confidentialité, protéger cette divulgation de sorte que derrière, vous puissiez effectivement, si violation il y avait je dirais, avec divulgation par le tiers non autorisé, vous puissiez invoquer cet accord de confidentialité et pouvoir protéger votre dessin et modèle par la suite. Ensuite, le dessin et modèle doit présenter un caractère propre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas susciter une impression déjà vue dans son ensemble. Donc là, c'est pareil. C'est toujours quelque chose d'assez subjectif. Et là, on se positionne au niveau pour apprécier le caractère propre par rapport à un utilisateur averti du domaine d'activité. On va regarder si, effectivement, au regard de la forme, de l'objet, de l'apparence du produit, est-ce que c'est quelque chose dans le secteur en question qui est vraiment quelque chose, une copie assez... si c'est pas une copie servile, où on se rassemble, enfin on se rapproche vraiment du dessin qui est déjà connu. Donc ça, voilà, c'est vraiment deux critères importants en matière pour obtenir un dessin et modèle. Donc pareil, alors en termes de titularité des droits, c'est le créateur ou son ayant cause, donc ses héritiers, qui vont être titulaires des droits sur le dessin et modèle. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le dessin et modèle, ça vous donne donc un droit de 5 ans que vous pouvez prolonger jusqu'à 25 ans maximum. Je crois pour conclure, en fait, il faut prévoir en amont. Je pense qu'il faut être un petit peu au fait de toutes les problématiques qui pourraient découler de l'absence de stratégie et du coup avoir une stratégie dès le départ. Merci.